Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du média La Collection. On est aujourd'hui à Versailles, juste en face du sublime château de Versailles que tout le monde connaît. Et on est à l'hôtel Les Lumières, propriété du groupe 2L Collection. Et on va rencontrer et échanger aujourd'hui avec Clément Gauhin, le directeur général de l'hôtel Les Lumières. On va parler ensemble de sa vision de l'hôtellerie, de ses études, de son quotidien, mais aussi beaucoup des équipes qui forment l'hôtel Les Lumières, les talents qu'on retrouve ici et qui accueillent les clients tous les jours. Donc j'ai vraiment hâte de ce bel échange avec lui. Bonjour Clément. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici, de me faire découvrir ce sublime hôtel, l'hôtel Les Lumières. Et puis on va évidemment faire connaissance aussi, parler de votre parcours, de votre quotidien, de votre rôle dans l'hôtel, de votre carrière, de votre passion pour l'hôtellerie. Donc je suis très heureux d'être avec vous ici. Et j'aimerais commencer donc par une première question, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent moins l'hôtellerie, ou en tout cas le métier, le rôle de directeur général d'un hôtel 5 étoiles. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre rôle aujourd'hui dans l'hôtel, vos fonctions et ce qui vous anime au quotidien? Le rôle d'un directeur d'hôtel, c'est à mi-chemin entre un équilibriste et un chef d'orchestre. Il faut connaître les partitions de tout le monde et faire en sorte que les musiciens jouent ensemble. Et puis équilibrer, si on prend la parallèle de l'équilibriste, faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir entre une équipe par rapport à une autre pour qu'on continue à travailler dans l'harmonie. Donc ça peut paraître assez abstrait quand on parle du côté coordination et équilibre, mais en fait c'est juste piloter un ensemble d'équipes qui font des tâches très terre à terre. On parle de nettoyer des chambres, d'accueillir des clients, faire un plat, fabriquer un cocktail, mais le faire que tout le monde travaille ensemble pour qu'il y ait un sentiment de fluidité, de facilité, pour que tout soit simple pour le client. Le client ne va rien voir, tout sera facile et simple pour lui. Et c'est ça le luxe, c'est que tout soit simple et facile, alors que les demandes peuvent être très sophistiquées. Bien sûr. Et le rôle d'un directeur d'hôtel, c'est faire que tout tourne de la façon la plus harmonieuse possible, sans rien laisser paraître. D'orchestrer toute l'organisation, les équipes et tout ce qu'on ne voit pas en tant que client. Et un chef d'orchestre doit connaître les partitions de tout le monde. Si on ne sait pas nettoyer une chambre, si on ne sait pas accueillir un client, ou on ne connaît pas la composition du cocktail, chaque décision qu'on va pouvoir prendre va potentiellement mettre une équipe en difficulté. Bien sûr. Donc la connaissance de tous les postes va permettre de rendre la chose la plus fluide possible. Très bien, ok. Et est-ce que vous pouvez nous décrire, alors souvent on me dit que les directeurs n'ont pas de journée type, mais en général, vous, comment se passe? Quelles sont vos missions principales, votre semaine type, j'ai envie de dire, ou votre journée type si vous en avez une? La semaine type est plus compliquée que la journée type. Je suis quelqu'un de très... comment dire, très fixe dans ce que je fais. D'un côté, ça fait rire les équipes parce que je vais demander les mêmes choses à la même heure, de la même façon. Mais d'un autre côté, ça les rassure aussi parce qu'ils savent qu'il ne va pas y avoir de changement de direction à tout moment. Vraiment, moi, je vais arriver le matin. La première chose, c'est je traite tous les messages qui ont pu arriver par email avant d'arriver. Quand j'arrive, je dois être pleinement disponible pour les équipes. Donc, j'ai la chance d'habiter à 2 rues d'ici. Donc j'arrive vers 8h30 le matin et la première chose que je vais faire après avoir traité tous les mails avant 8h30, c'est d'aller faire... Avant d'arriver à l'hôtel, vous commencez le matin, en amont, vers 7h30, 8h. Pour arriver déjà prêt. Tout est déjà organisé et quand j'arrive, je suis 100% disponible pour faire le tour des équipes, de tous les services, de la réception, du petit déjeuner, de la cuisine, des femmes de chambre, de la technique. Et vérifier que chacun est à son poste, que tout est en place pour qu'on tourne directement de façon la plus efficace possible. Donc aller voir individuellement tout le monde, mais vous n'avez pas de réunion comme on voit dans certains hôtels, de réunion où tout le monde se retrouve Je ne fais pas de réunion. Okay. Je fais une réunion de 30 minutes par semaine et c'est tout. D'accord. Je ne fais pas de morning briefing. Je trouve que la réunionnite est souvent une perte de temps et d'efficacité. Mieux vaut une coordination entre les équipes assez poussée, beaucoup plus horizontale, et moins de réunions descendantes. Donc c'est vraiment sur la méthode de travail. Et une fois que le tour opérationnel est fait, à ce moment-là, je peux prendre 1 heure pour traiter tous les dossiers administratifs un par un, entre les départs des clients et le petit déjeuner. Donc là, on est vraiment sur
vérifier les prix d'hôtel, les remplissages, la partie financière, des factures, des contrats, des éléments des virements, voilà, des choses très très administratives. Et dès 10h30, 11h, avant le départ des clients, je suis à nouveau sur le terrain. Et ce, jusqu'à la fin du départ, un peu d'admin. On est là pour les arrivées des clients, un peu d'admin, et on est là aussi pour le restaurant le soir. Donc derrière, c'est vraiment l'opérationnel pur, avec toujours une présence au minimum toutes les 2 heures à tourner avec les équipes. Jamais laisser les équipes sans la visibilité du directeur pendant plus d'1 heure et demie. Donc une présence effectivement pour vos équipes et pour vos clients. Exactement. Est-ce que vous, dans ces journées, vous avez un moment que vous préférez particulièrement, que vous aimez et que vous attendez le plus dans votre journée? J'adore manger à la cafétéria du personnel avec les équipes. Généralement, je reste plus longtemps que n'importe qui. Je vais rester 45 minutes à 1 heure à la cafétéria, à prendre un café, parce que c'est un moment d'échange. Il faut créer pour ça un climat de confiance avec les équipes, parce que c'est un endroit où ils sont en pause. Mais c'est aussi un moment où ils sont contents de m'avoir avec eux, de me poser des questions, d'échanger avec moi sur des choses qu'ils n'oseraient jamais faire quand on est en service. Donc ça crée une proximité, et c'est là où on détecte souvent la plupart des tensions, des besoins, des demandes qui reviennent, ou dans des troubles dans les services. Oui, on voit, comme je vous le disais juste avant, que vous avez un lien de proximité assez rare dans l'hôtellerie avec vos équipes. Alors c'est intéressant. C'est un lien qui est voulu. Oui, bien sûr. C'est cette logique justement d'avoir la meilleure fluidité dans le fonctionnement pour les clients. Quand on a des clients qui peuvent être très exigeants, on peut avoir 2 méthodes, qui est d'avoir un contrôle extrêmement strict de la mécanique pour ne pas avoir d'erreur. Et on peut aussi laisser beaucoup plus d'autonomie aux différents pôles pour essayer d'adapter au plus vite aux demandes. Mais ça, pour que l'autonomie fonctionne sans nuire à un autre pôle, ça demande énormément de liens dans l'équipe et de coordination. Moi, je suis plus sur cet axe de coordination que cet axe de contrôle, sachant que tout est défini par des standards opérationnels, tout est bien cadré à la base. Donc, il y a toute la structure qu'ils connaissent, sur laquelle on peut sortir un petit peu. Je suis plus à faire en sorte que la coordination prime sur le respect de certaines structures. Ok. Et d'où vous vient justement cette vision du management qu'on voit rarement, comme je le disais? Alors, j'ai travaillé en Asie pendant plusieurs années, en Thaïlande notamment. Et en Thaïlande, c'est l'harmonie avant l'efficacité. On est sur une population qui a un taux de chômage négatif, c'est-à-dire que tous les hôtels recrutent dans tous les postes. S'il y a le moindre ton qui monte, le moindre problème, ils peuvent tous démissionner et trouver un poste dans les 30 minutes qui suivent à l'hôtel d'en face. Donc j'ai eu ça pendant des années en Thaïlande. J'ai eu la logique en Alsace également, parce que je travaillais sur un hôtel frontalier de la Suisse et de l'Allemagne, où les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc on ne va pas garder des gens pour le salaire. On va les garder parce qu'il y a un fonctionnement qui les épanouit, sur lequel on va devoir performer pour compenser justement certaines fluidités qu'on va avoir en management. S'il y a moins de pression, il faut qu'aussi une performance qui justifie que ça fonctionne. Donc quand on se retrouve sur des environnements où le recrutement est très compliqué, la stabilité du personnel est la clé de la survie opérationnelle, le management doit s'adapter un petit peu. Et il y a vraiment une bascule en France entre le avant et le après Covid, puisque l'hôtellerie avait tendance à pas forcément bien traiter ses collaborateurs. Et tout d'un coup, après le Covid, quand ils ont perdu tous leurs effectifs, ils ont fallu faire un changement complet de leur méthode de management. Mais des endroits comme les zones frontalières de la Suisse, certains pays où il y avait déjà des troubles de recrutement, les méthodes étaient déjà en place. Donc on s'est inspiré de... Je sais que par exemple la coupure en restauration, je l'avais arrêtée en Alsace bien avant le confinement. Par contre, j'étais le seul du groupe pour lequel je travaillais à l'époque à l'avoir fait. Et quand on est revenu du confinement, il fallait le faire partout finalement, sinon on n'a plus d'équipe en restauration. Donc on l'a fait en France un peu par contrainte assez récemment, alors que c'est des méthodes qui existent dans plein de pays, puisque les contraintes de recrutement existent déjà là-bas. Bien sûr. J'aimerais maintenant parler un peu de vos équipes, des talents, des personnes qui travaillent aujourd'hui pour l'Hôtel Les Lumières. Combien de personnes travaillent aujourd'hui avec vous? Et surtout, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le trait commun de personnalité, de compétences, de savoir-être, savoir-vivre qui rassemble vos équipes ici? Il y a 64 collaborateurs. Et moi, ma logique, c'est encore une fois l'harmonie en priorité avant l'efficacité. Ils ne pourront être efficaces que s'ils sont en harmonie avec les autres. J'ai tendance à dire que quand on recrute quelqu'un, on cherche la bonne pièce du puzzle.
Ça peut être une super pièce, mais si ça ne rentre pas dans le puzzle d'équipe, ça ne marche pas. Donc c'est avant tout une facilité à se coordonner avec les autres chefs de service ou avec les autres membres de l'équipe. Pour des équipes comme les femmes de chambre et les cuisiniers, c'est pas moi qui décide s'ils ont le niveau. Moi, je vais vérifier si dans le cahier des charges, quel est le temps de trajet pour venir ici, quels sont les salaires dont ils ont besoin pour trouver l'équilibre financier, quels sont leurs objectifs de carrière. Ça, je vais pouvoir le voir. Mais c'est les femmes de chambre ou c'est l'équipe de cuisine qui va me dire si oui ou non ils veulent travailler avec la personne. D'accord. Il y a une sorte de cooptation dans l'équipe qui n'est pas du copinage. C'est vraiment si la personne ne fait pas les chambres assez vite ou elle n'a pas la main en cuisine. Et eux vont me dire si oui ou non ils ont envie de travailler avec la personne. D'accord. Intéressant. Et généralement, le recrutement qui a été fait où l'équipe valide la personne qui est recrutée est un recrutement qui est extrêmement durable et la personne est très vite prise en main par les autres pour monter en termes de productivité. D'accord. Celui que j'impose parce qu'on a besoin, on n'est pas sûr que ça fonctionne avec l'équipe. Ok, très intéressant. Vous avez une vision du management, de la fidélisation, du recrutement qui est intéressant. On en parlera juste après, justement. J'aimerais maintenant parler du lieu de l'hôtel. C'est un hôtel qui a 2 ans maintenant, 2 ans d'existence, qui a connu beaucoup de travaux. C'est un lieu historique, forcément, parce qu'on est à Versailles devant le château. J'aimerais que vous reveniez un peu sur l'histoire du lieu, les travaux et l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, en quelques Alors l'histoire du lieu, on va la résumer, parce que c'est 350 ans. Les terrains sont juste sur la place d'Armes, autour, donc à l'entrée du château. Les bâtiments que vous avez autour du château, ce sont les écuries royales, ce sont les maisons des ministres. C'était vraiment, à Versailles, les nobles étaient dans des tout petits appartements sous contrôle du roi. Ceux qui avaient le droit d'avoir leur hôtel particulier juste à l'entrée du château n'étaient pas n'importe qui. Donc les terrains ont été donnés pour le gouverneur du royaume de Navarre, pour la famille Colbert de Villasserre, donc vraiment des proches du roi et de la reine qui avaient ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme des secrétaires d'État ou des ministres, et qui ont construit la base des bâtiments. Après la Révolution, ils étaient très proches de la famille royale, donc les propriétaires ont changé. Et ça a été rénové fin 19e par un certain Bonaparte, un neveu de Napoléon III, qui a refait sur cette époque, Belle Époque, Second Empire, Belle Époque, le bâtiment. Donc il y avait, on est vraiment sur début 19e pour la partie bâtiment Grammont, et plutôt deuxième partie du 19e siècle pour ce bâtiment Villasserre, avec cette salle de bal, avec cet escalier monumental, ces cours. Donc on a un mélange entre la partie monarchique et la partie empire qu'on voit dans la décoration. Le bâtiment est majoritairement classé, et donc il y a eu plus de 4 ans de travaux entre le début de rachat des bâtiments avant le Covid et l'ouverture pour les Jeux Olympiques. Et puis ce que j'ai remarqué aussi ici, c'est que chaque chambre est assez unique. Je crois même qu'elles sont toutes elles sont toutes uniques, c'est ça, de par leur nom, mais aussi la structure du bâtiment. Voilà. Le bâtiment, il y avait des cours autour des cours à l'intérieur du bâtiment, et les chambres étaient autour des cours. Ah, oui. Donc soit on laissait les clients passer d'une chambre à l'autre, ce qui aurait pu être cocasse. Pour entrer dans sa chambre, on passe à travers 4 autres clients, mais on a mis des couloirs autour, et donc les structures du bâtiment font que chaque chambre ne pouvait pas être identique. On n'est pas sur un Pullman où c'est des couloirs et on peut faire vraiment des blocs. Bien sûr. Là, c'est vraiment, on adapte au bâtiment, on protège le bâtiment. Parce qu'il y a des contraintes au niveau technique et housekeeping, c'est plus complexe que des couloirs, mais ça donne cette unicité à chaque chambre. Puis c'est ça qui crée aussi le charme un peu d'une maison familiale, luxe, haut de gamme. C'est Relais Château, c'est vraiment les valeurs de Relais Château qu'on retrouve ici. Qu'on retrouve très très bien ici. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez décrire, si un client hésitait à venir passer un week-end ici, l'expérience d'un séjour à l'hôtel Les Lumières? Le sentiment qui revient le plus de la part des clients, c'est le côté simple et facile. Ce qui peut paraître étonnant pour le luxe, mais tout. Quand on vient dans un hôtel, quand on vient vivre une expérience, surtout sur un hôtel urbain, un boutique hôtel à côté du château de Versailles, souvent les gens qui sont en vacances, ils ne sont pas là pour réfléchir, ils sont là pour se faire plaisir. Et ça veut dire que tout doit être simple. Le personnel à la réception, un robot ou un enregistrement en ligne peut se faire. Quand on prend un vol low cost, on peut tout enregistrer soi-même et on parle à personne. Et ben, c'est le contraire dans le luxe, c'est que vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous rendre la vie, pour que vous n'ayez rien à faire vous-même, que tout soit simplifié. Et que ces personnes-là, vous n'avez pas forcément envie
qu'elles soient extrêmement protocolaires. Et voilà, si elles sont compétentes et qu'elles vous transmettent cette compétence, vous pouvez créer une relation avec eux. Et vous allez avoir cette fluidité dans l'approche, l'accompagnement en chambre, tous les services de luxe qui vont paraître simples et faciles et sans avoir l'impression de demander la lune, que pour les équipes, elles le fassent même avant que vous demandiez. Vous êtes là avec valise. En fait, il y a déjà quelqu'un qui vous a vu depuis l'autre bout de la salle et qui est venu porter votre valise pour l'amener à la réception. Vous arrivez en chambre, tout a déjà été préparé. En fait, tout est fait de façon presque invisible et un ressenti de je me sens coucouné, je me sens accompagné, je me sens détendu ici. Tout se fait, mais sans aucune tension et sans aucune. Finalement, j'ai même pas à réfléchir, tout se fait tout seul. Et c'est un sentiment un peu particulier. Et c'est ce que ressentent la plupart de nos clients en disant je me suis détendu comme jamais. Au-delà de la destination, au-delà de la ville qui est superbe, waouh, j'ai pas trop compris comment. Les gens se lèvent plus tard. Je pensais pas que j'allais dormir autant. J'ai même pas vu l'heure passer. En fait, une espèce d'accompagnement. J'ai remarqué en arrivant ici, en séjournant ici, vous incitez beaucoup sur le bien-être, la méditation, la lecture, la respiration. Dans les chambres, on retrouve des livres sur la méditation. Il y a une bibliothèque où on peut prendre le temps de prendre un livre, lire. Il y a même dans les chambres, il y a un tapis de yoga. Il y a aussi un petit appareil pour écouter de la musique et faire de la méditation ou du yoga. Est-ce que c'est votre volonté d'inclure ce côté bien-être, respiration ? C'est une volonté de la maison, mais qui a deux aspects, en fait, deux branches dedans, ce qu'on appelle l'éveil. D'une part, quand vous êtes dans un hôtel, vous devez avoir au minimum les équipements que vous avez chez vous. Quand il y a eu l'arrivée du câble, des machines à espresso, par exemple, les gens commençaient à s'équiper chez eux. Il n'était pas envisageable de ne plus les avoir dans sa chambre d'hôtel. Donc les machines à espresso, elles sont arrivées dans les 20 dernières années. Pour avoir mes premières années hôtelières, on équipait les chambres qui n'avaient pas de machine à café. Aujourd'hui, ça ne paraît pas normal dans un 5 étoiles de ne pas avoir une machine à espresso. Le tapis de yoga, une couverture lestée, sont des équipements qu'on retrouve de plus en plus sur une population qui les apprécie pour trouver le confort. La boîte pour avoir des bruits blancs, ou le bruit de la pluie pour s'aider à dormir, ou les oiseaux pour se réveiller. C'est des choses qu'on retrouve de plus en plus. Exactement, oui. Donc il y a une partie qui est d'aller vers un équipement que les clients apprécient dans une chambre puisqu'ils l'ont chez eux. Et l'autre partie, c'est de rendre le séjour comme un moment de repos, vraiment de détente. La première vocation d'un hôtel, c'est de laisser les gens dormir, de permettre aux gens de dormir. Quand vous avez une clientèle internationale qui a un décalage horaire, vous pouvez venir aller à l'autre bout du monde, vous avez un hôtel magnifique, vous avez 8 heures de décalage horaire dans les pattes, vous avez une différence de température, vous n'avez pas la même langue, et bien vous ne dormez pas forcément bien. Énormément de gens vont dans des super hôtels pour mal dormir à l'autre bout du monde parce qu'ils perdent certains repères. Et donc dans l'aspect global de l'hôtel qu'on va avoir ici, le fait de poser les téléphones pour profiter du moment, on est là pour profiter du moment. La lumière dans les chambres avec des rideaux vraiment volets et rideaux occultants, l'absence de bruit de la climatisation, les caches pour enlever les LED, les petites lumières qui peuvent gêner à la nuit, la couverture lestée pour apaiser notamment quand on a beaucoup marché, tapis de yoga juste pour se calmer. On donne en fait plein d'équipements aux personnes pour qu'elles puissent profiter du moment et se détendre, parce que le but d'un hôtel, c'est de dormir. Mais on a des voyageurs du monde entier, des gens qui travaillent, et c'est tous ces équipements qui leur permettent de se reposer, qui est le but initial d'un hôtel. Bien sûr. Donc ce n'est pas de la propagande pour inciter à méditer, c'est de donner les armes et les équipements aux personnes pour qu'elles profitent du mieux possible de leur séjour, et en fonction de ce qu'eux apprécient, pour justement retrouver le calme et dormir. On a une machine qui s'appelle la Dream Machine, qui aide de l'auto-hypnose, qui est principalement fournis aux clients qui ont besoin pour parvenir à dormir avec le décalage horaire. Ils disent, on a beaucoup les Australiens qui la demandent, ils sont réveillés à 2h du matin, et c'est aussi pour aider à ça. Bien sûr, c'est vrai qu'on se sent du coup comme chez soi, comme vous le dites, et ça nourrit cette expérience d'éveil, de repos, mais je trouve ça vraiment très bien. Je pense personnellement que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus dans beaucoup d'hôtels, et le bien-être est un marché assez immense qui est en train d'arriver en Europe et dans le monde. On retrouve sur la clientèle, par exemple parisienne, beaucoup de personnes qui connaissent la couverture lestée ou la boîte Morphée. Clientèle américaine également demande systématiquement un tapis de yoga. Ah oui, d'accord. Mais la clientèle japonaise va vouloir avoir douche et toilette. Clientèle Moyen-Orient va vouloir avoir un bidet. Donc en fait, il y a plein d'équipements en fonction des pays. Et la tapis de yoga, la boîte avec les sons de la nature, la boîte Morphée ou la méditation,
d'une couverture lestée. Ce sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de nos clients qui l'utilisent déjà. Ouais, bien sûr. Donc on n'est pas là. Il y en a à qui on le fait découvrir et c'est super, mais il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Exactement, c'est ça. Très bien, bah, écoutez, très intéressant cette partie sur le bien-être et l'expérience que vous faites vivre grâce à ces nouveaux outils qu'on ne trouvait pas forcément avant dans l'hôtellerie d'avant. Maintenant, j'aimerais parler d'une partie qui m'intéresse particulièrement avec la collection, c'est le recrutement, la fidélisation des équipes, les talents qui travaillent aujourd'hui à l'Hôtel Les Lumières. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment, très concrètement, vous attirez aujourd'hui des talents vers vos métiers, vers les postes, vers les recrutements que vous faites ici, et comment vous les fidélisez ici? Alors, on arrive à une phase de l'hôtel où les talents, c'est presque de la cooptation. C'est-à-dire que quand il y a un poste qui se libère, on a beaucoup de nos collaborateurs qui nous présentent des CV de personnes qu'ils connaissent qui pourraient correspondre à notre façon de travailler. Donc on a de moins en moins de recrutements ouverts et de plus en plus de recrutements via cooptation. On a également peu de recrutements parce que le turnover s'est forcément réduit pour l'ouverture. Donc on est sur environ un recrutement par mois qui permet vraiment de prendre le temps et de choisir la personne sur avant tout le savoir-être et la capacité à progresser. On est sur, encore une fois, la région parisienne, le niveau de compétence est plus bas que dans beaucoup de zones. Les personnes n'en ont pas forcément conscience. Elles pensent qu'ils ont déjà 2 ans d'expérience et que donc, sur le marché local, ils sont très expérimentés. Mais par rapport aux attendus pour performer, puisqu'on est sur une concurrence mondiale, l'hôtellerie mondiale, les clients qui viennent ici vont venir une fois à Versailles, mais ils ne viendront pas en France pour 10 ans. Eux ne vont pas comparer par rapport aux autres hôtels parisiens. Ils vont comparer par rapport à leur expérience. Donc l'attendu d'efficacité, il est très haut. Et la population locale en recrutement est peu expérimentée. Donc on va surtout savoir du savoir-être et voir le potentiel à la personne pour maîtriser le savoir-faire ensuite. D'accord. Et comment elle va apprendre dans l'équipe, comment elle va se trouver dans l'équipe. Donc il y a surtout, est-ce qu'elle habite à côté? Est-ce qu'elle se stabilise pour un moment? C'est quoi son objectif de carrière? Quels sont les éléments qui l'épanouissent dans un travail, parce qu'il faut que le collaborateur soit épanoui pour qu'il soit bon. Et ce n'est pas juste la reconnaissance et la capacité à apprendre, c'est l'équipe de vie. Donc c'est un ensemble. On va recruter des collaborateurs un peu moins jeunes, qui peuvent être assez instables, et c'est difficile de bâtir avec des jeunes qui ne se projettent pas au-delà d'1 an et demi, 2 ans. On peut en avoir 1 ou 2 par équipe. Mais si on en a trop, on aura un turnover permanent et on n'arrivera pas à faire monter la qualité. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre dans le recrutement en fonction de quelles sont les populations que vous avez déjà dans l'équipe pour que la personne qui vienne compléter l'équipe ne déséquilibre pas le tout. Encore une fois, toujours, c'est quand même une recette de cuisine. Il faut équilibrer. Bien sûr. Mais c'est bien parce que vous avez cette vision un peu en avance de penser à ça, justement, ce qu'on ne retrouve pas dans tous les hôtels. Et c'est agréable à découvrir. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, on a parlé des points positifs, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés, que ce soit dans le recrutement, dans la fidélisation ou dans cette partie managériale dans vos équipes? Ce qui peut être difficile lié au faible turnover, c'est qu'on peut avoir une montée de la compétence des équipes. Ça arrive sur plusieurs années. C'était arrivé dans le cas de mon établissement précédent, où le turnover, on était à 5-6% sur 120 personnes. L'ancienneté moyenne était à 8-10 ans. Donc, les gens, ça fait un moment qu'ils sont là. Eh bien, il n'y a pas d'opportunité qui se fait. On n'a pas d'opportunité sur place pour évoluer en interne. Et donc, on peut avoir une certaine lassitude de la part des équipes et on peut perdre en motivation, puisque d'un côté, si on crée du turnover, on crée de la possibilité de promotion interne. Et donc, on motive les équipes à se projeter parce qu'elles vont pouvoir grandir dans la boîte. Si on n'en a pas du tout, on forme des gens pour qu'ils aillent ailleurs. Donc ça fait mal parce qu'on les a formés, on ne peut pas les garder et ils s'en vont un petit peu de dépit parce qu'ils ont envie d'évoluer et qu'on ne peut pas évoluer avec eux. Donc ça fait toujours mal quand on a quelqu'un qui part parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de lui donner, mais en même temps il a le niveau pour le poste suivant. Donc on ne va pas l'empêcher d'évoluer. Donc il faut les accompagner vers un nouveau poste à l'extérieur et recruter pour reformer quelqu'un alors qu'on avait des gens qui étaient super compétents. Bien sûr. Mais c'est normal qu'ils évoluent. Donc, quand on a un petit peu de turnover, c'est chouette parce qu'on peut faire de la promotion interne et voir grandir des gens sur des années. Quand on en a peu, on forme pour les autres. Et il y a toujours un peu cette frustration de dire, je suis formé pendant 4 ans
il était prêt pour le poste suivant, mais j'ai pas le poste suivant à lui donner. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc ça peut être un petit peu dur. D'accord. Et puis, bon, on a évidemment des personnes sur qui on investit, et puis c'est une déception parce qu'en fait, on n'arrive pas à les accompagner. Quand on n'arrive pas à faire grandir quelqu'un, pour moi, c'est toujours un échec en management. Toutes les plantes grandissent si elles ont la bonne luminosité, la bonne humidité, la bonne température. Donc, on peut faire grandir tous les collaborateurs. Quand on n'y arrive pas, ça reste forcément un échec en management, c'est qu'on n'a pas su faire grandir la personne. Donc ça reste un petit raté. Et puis quand on la fait grandir et que faut la laisser ailleurs parce qu'il n'y a plus la place chez nous, on est content parce qu'on garde des bonnes relations avec eux, mais ça fait toujours un peu mal. Oui, c'est sûr, je comprends. Et une dernière question sur ce côté recrutement, fidélisation. Vous m'avez parlé de la recommandation quand vous cherchez un talent, que ce soit sur un poste stratégique ou sur tous les postes qu'on peut retrouver dans l'hôtellerie. Est-ce que vous utilisez quand même des outils de recrutement comme on les connaît, les réseaux sociaux, LinkedIn? Est-ce que vous utilisez quand même ces outils ou même le groupe 2L Collection, propriétaire de l'hôtel? On les utilise, mais surtout le début, pour moi, ça doit être beaucoup plus simple. On met une annonce et naturellement, par communication interne des équipes, sur le marché local, juste avec le réseau local, que ce soit France Travail, avec un Indeed ou un Journal des Palaces, on a des personnes qui disent « Oh, j'ai vu qu'il y avait un dans votre hôtel, j'ai des amis qui travaillent chez vous, je ne savais pas que vous... » Enfin, on va juste annoncer qu'il y a le poste, mais derrière, ce n'est pas ça qui va fidéliser le recrutement. Le recrutement, c'est que l'équipe en place est un réseau en lui-même, qu'on est sur un tout petit monde qui est l'hôtellerie de luxe et que la réputation d'un hôtel se connaît. Quand tout le monde sait que c'est très agréable de travailler ici, on n'a pas de problème. Quand tout le monde sait que c'est un hôtel où le management est compliqué, c'est plus dur. Voilà, c'est encore une fois, des fois on se pose la question, comment je fais pour compenser le fait que mon management soit compliqué et entraîne du turnover pour le recrutement? En fait, le recrutement est simple si on n'a pas de problème de base. C'est comme un hôtel, on n'a pas besoin de faire autant de pubs quand le produit est super et que les clients reviennent. Bien sûr, ok, ouais, je vois. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre, on n'en a pas encore parlé vraiment, de votre parcours, de votre passion pour votre métier, de qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui. Donc c'est tous ces sujets qui, c'est vrai que l'hôtellerie en fait c'est un métier souvent de passion, plus que d'autres carrières en tout cas. Je retrouve souvent des gens très passionnés par leur métier, par le côté humain. Et donc la question que j'ai pour vous, c'est quel déclic vous a amené à étudier et travailler dans l'hôtellerie haut de gamme luxe? Moi, je travaille dans l'hôtellerie avec mon père est fournisseur d'hôtellerie, donc j'ai commencé à travailler avec lui quand j'avais 14 ans pour programmer toutes les caisses de restaurants sur la côte normande. Donc quand on a 14-15 ans, on va faire les ouvertures de restaurants et programmer les cartes, on rentre un peu dedans. J'ai fait d'autres études qui ne me plaisaient pas. Et après, voilà, après une licence à la fac, je suis en fait c'est nul, moi je veux faire de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que j'avais envie de voyager, de rencontrer plein de cultures et surtout de ne pas me retrouver coincé dans une classe sociale. Ça peut être particulier, mais l'hôtellerie, on va travailler avec des équipes qui peuvent être très précaires et des clients qui peuvent être très fortunés. Et j'avais cette volonté d'être dans un métier où j'aurais accès et échange avec toutes les populations de différents pays, de différentes classes sociales, de ne pas m'enfermer en fait, finalement dans une petite bulle où on perd le sens avec le réel. Bien sûr. Et c'est cet équilibre entre un métier très dynamique, très polyvalent, avec toutes les populations, cette espèce d'ouverture d'esprit sur le travail et sur les personnes qu'on rencontre, qui m'a donné envie d'aller vers finalement ce métier. Ok. Et alors, quelles études, qu'est-ce qui vous a amené ici? Je crois que vous avez fait une école. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous parler de votre parcours scolaire Donc voilà, étudiant? Après le lycée, une fac de droit pendant 3 ans. C'était intéressant, hein, mais pas pour moi. Donc j'ai fait une mise à niveau pour avoir la licence hôtelière et un master à l'école de Savignac. D'accord. Donc voilà. Sur l'émission, en fait, je me suis un peu laissé porter. À savoir que les différents postes que j'ai eus, je l'ai toujours eu un peu par hasard. Parce que ça se passait bien, parce qu'il me recommandait à quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait une opportunité. Voilà, mon premier stage, je l'ai fait en Thaïlande, il y a eu un début de guerre civile. Je me suis retrouvé d'un endroit en Thaïlande à un autre endroit parce que le restaurant était fermé, on avait des snipers derrière. Effectivement. Mais c'était l'ouverture d'un resto et finalement, là j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont proposé le poste pour la boîte d'aller le prendre à la fin de l'école en Belgique pour diriger la Belgique. D'accord. Puisque j'avais appris à parler thaï et donc c'était des équipes thaï qu'il fallait gérer avec une clientèle plus européenne. Et puis finalement je me suis retrouvé à retourner en Thaïlande, mais là comme je parlais allemand, c'était des clients thaï, suisses, enfin des clients allemands, suisses et français et anglais en Thaïlande, donc il fallait quelqu'un qui parle allemand et thaï et français.
Et en fait, c'était quelqu'un qui était client du restaurant où j'avais travaillé avant et qui, puis quand je suis revenu en France, c'était un ami de mon maître de stage de master. En fait, tout a été Au réseau, un réseau, oui, c'est des gens avec qui j'avais travaillé, avec qui c'était bien passé, qui demandaient des choses un peu particulières et qui disaient bah, tiens, il y a telle personne qui peut matcher avec toi et ça se passe bien. En fait, il n'y a pas de. Il y a peu d'expériences où c'est très dur, où on est en conflit avec les gens. Moi, c'est ma vision globale, c'est que ça doit être extrêmement fluide. Donc, c'est pas forcément un challenge de fou où on va vraiment être dans le dur et on va prouver. Non, c'est que ça se fait naturellement parce que j'étais la bonne pièce du puzzle quand on m'a recruté pour ce puzzle-là. Et ça se passe toujours mieux quand on a des bons résultats, quand on brille pour la carrière. Mais il faut aller à un endroit où finalement on va correspondre aux attentes. D'accord. Donc on peut se tromper, est-ce que je suis la bonne personne pour les attentes Mais quand ça se fait naturellement en fait. C'est Bien sûr. Facilement. Et si vous deviez refaire votre carrière, vous referiez la même chose, les mêmes choix? J'ai pas fait des choix carriéristes. Le dernier poste, je suis resté presque 8 ans. J'ai pas envie de bouger parce que j'étais bien. J'ai pas forcément beaucoup bougé d'un endroit à l'autre, à beaucoup déménager. L'important, c'est aussi le confort de vie, c'est comment on se projette. Et ce qui était recherché aussi pour ce poste-là, parce que c'était une ouverture, donc il voulait quelqu'un qui reste longtemps. Donc c'est ce qui a fait que j'ai eu ce poste-là, et en même temps, c'est ce qui a fait que j'ai pas un énorme poste dans des gros hôtels, parce que je gérais beaucoup plus de monde avant. J'aurais pu prendre des postes tous les 3 ans, être un mercenaire, venir, être efficace, et tout de suite aller à la phase suivante. Mais moi, ma logique, c'est j'habite à 2 rues d'ici, je dépose mes enfants à l'école le matin, je peux aller au sport le midi, revenir et m'occuper des clients, construire avec l'équipe, en fait avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, d'avoir un épanouissement au quotidien. Ce que je donne aux équipes, c'est aussi ce que je recherche pour moi. Bien sûr. Et donc, si je voulais avoir une super carrière internationale, ça aurait été possible. Mais je n'aurais pas eu le temps que j'ai avec mes enfants, je ne serais pas resté toujours avec mon épouse, qui ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Il y aurait eu d'autres contraintes dans ma vie privée. D'accord, ouais. C'est cet équilibre-là que j'ai cherché. Et vous arrivez à trouver du coup un bon équilibre, parce que c'est vrai que le directeur d'hôtel, c'est un métier où l'équilibre peut être parfois plus dur à trouver. Est-ce que vous arrivez bien à différencier votre vie perso? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un métier de passion parce qu'ils ont un peu sacrifié la vie personnelle à côté. Ça peut être un métier qu'on adore, sans sacrifier sa vie personnelle à côté. Mais pour avoir un équilibre, il faut que les chefs de service soient tous en place et compétents. Effectivement. Et que leurs adjoints soient compétents pour qu'eux-mêmes aient une équipe et que les équipes soient en place. Donc plus l'équipe est stable, plus on a des chefs de service qui ont un équilibre de vie perso et pro, plus ils restent et plus ils sont compétents, et plus soi-même, on a un équilibre vie pro et perso. Et on peut avoir des compétences, enfin du temps disponible pour travailler sur d'autres avantages pour l'hôtel, d'autres développements commerciaux. Donc cette logique de stabilité permet aussi de stabiliser les chefs de service, de stabiliser le directeur et d'avoir un équilibre à tout le monde qui lui-même va stabiliser les équipes. Donc c'est un cercle vertueux. Et donc, moi, j'ai pas de... Je vais travailler plus que 39 heures, mais pas au point de sacrifier ma vie de famille, ma vie professionnelle et de m'épuiser. On arrive maintenant vers la fin de l'interview, donc c'était très intéressant. Là, on vient de parler du recrutement, de votre parcours, de votre passion, de votre vie un peu personnelle aussi, comment vous gérez cet aspect vie pro, vie perso. On a parlé beaucoup de management, d'expérience client, de bien-être dans l'hôtellerie, donc c'est des sujets très intéressants, moi qui me passionnent et j'espère qu'ils passionneront ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Un sujet que j'aime beaucoup aussi, c'est l'hôtellerie de demain, les enjeux qui arrivent, la façon de recevoir de demain, la façon de recruter. Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous imaginez l'hôtellerie dans 100 ans? Comment vous imaginez un hôtel dans 100 ans, un hôtel français, peut-être celui-là? Est-ce que vous pouvez nous le décrire, que ce soit dans l'expérience ou dans les équipes et dans le service proposé? Je ne suis pas sûr que le tourisme soit aussi international qu'il n'est aujourd'hui. Je pense qu'on revient sur un tourisme plus proche de ce qu'il y avait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est assez rigolo de le voir en ce moment. Les destinations balnéaires et d'été de la Belle Époque reviennent. Il fait très chaud. À l'époque où il n'y avait pas la climatisation, les gens allaient sur la côte normande, dans la hauteur des Alpes, en Bretagne, à La Baule, à Dinard, à Étretat, sur ces zones-là, où on montait dans les Alpes parce qu'il faisait trop chaud. Et l'hiver, on descendait sur la côte d'Azur pour ne pas avoir le chauffage, pour avoir un peu de soleil. C'est des destinations qui, en 2026, ne surprennent personne. Il fait chaud, je vais aller en Bretagne l'été.
Il y a 20 ans, on prenait l'avion et on descendait, on commençait à avoir les compagnies aériennes et on descendait vers la Tunisie et le Maroc en hôtel club. C'est pas forcément la tendance du moment. La tendance du moment, c'est du boutique hôtel où on va pas utiliser l'avion, on va peut-être faire un grand voyage dans l'année, vraiment découverte. Mais quel intérêt d'aller à l'autre bout du monde pour retrouver les mêmes magasins dans des super méga villes où on retrouve finalement une certaine standardisation. On va avoir plus de dépaysement. Chez Jean Covici qui disait ça, on a plus de dépaysement à faire un tour de vélo, à descendre jusqu'au Maroc, à travers l'Espagne en vélo et à s'arrêter dans les villages, que d'aller à Tokyo où on se retrouvera avec les mêmes chaînes internationales. Bien sûr. Donc une logique de peut-être un grand voyage de temps en temps, mais de la destination locale plus liée à un besoin de sortir de son quotidien, à un moment où on profite vraiment du voyage lent, de petites découvertes. Le tourisme local reprend très fort, mais il reprend aussi fort dans le luxe. Je pense qu'il y aura un petit peu ces deux visions de quelque chose d'international très typé, mais surtout d'expérientiel. C'est intéressant, c'est un point de vue que j'ai jamais entendu. Je ne m'attendais pas forcément à cette réponse, mais ça me parle beaucoup et c'est très vrai. On a des destinations en France et un tourisme national qui reprend beaucoup. Les Français prennent moins l'avion, d'abord pour des raisons écologiques, financières, mais aussi pour les raisons... Qu'est-ce que vous voulez aller au soleil quand il fait déjà 41 degrés à Paris? C'est ça, exactement. Donc, non, c'est très intéressant et je suis totalement d'accord avec vous. Vous allez chercher un peu de soleil l'été, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller cramer sur des plages avec des hôtels clubs. Et finalement, l'hiver, quand vous avez besoin de soleil l'hiver, bon, aller au ski où c'est noir de monde, c'est très cher, etc. Et ben des destinations sur le sud de l'Italie, vous allez début mars dans les Pouilles, il fait 21 degrés en terrasse, prendre des pizzas et un verre de vin. Ben, ça commence à prendre sur le ski. Donc voilà une destination plus comme on retrouvait finalement au début du tourisme où les voyages étaient chers et lointains. C'était vraiment un choix de le faire à un moment, un sacrifice de le faire. Ben, peut-être que ce sacrifice-là, ce sera de le faire au niveau écologie. Je peux le faire, mais vraiment, ça doit être exceptionnel. Et le quotidien, c'est juste de sortir de mon quotidien, d'avoir des moments de détente, mais il y en a plein à proximité. Ce qui veut dire que le tourisme français va aussi beaucoup dépendre de la capacité, du pouvoir d'achat des Français et des voisins. Oui, bien sûr. Des Européens, effectivement, c'est vrai, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse très intéressante que je partage totalement. C'est apparemment original. Et plus ou moins original parce que je m'attends plus à des sujets comme tout le monde parle de l'IA, donc sur des... c'est un sujet qu'on entend beaucoup et qui est d'ailleurs un peu trop résonnant parfois. Et en plus, tout le monde a son mot à dire, mais c'est un sujet qui est très compliqué à anticiper. Personne n'arrive vraiment à anticiper. J'ai un ami qui est à Étretat, qui a acheté des hôtels sur la falaise d'Étretat. Et le tourisme se porte super bien sur la côte normande. Ça m'étonne pas. Ouais. On voit beaucoup d'ailleurs de nouveaux hôtels et les boutiques hôtels, ça c'est très... Des boutiques hôtels expérientiels très calmes, on va pouvoir prendre le temps pour soi, prendre le temps pour ses proches dans une vie très active sans pour autant se faire un voyage au bout du monde. Peut-être que je vais faire 5 week-ends à proximité ou 5 expériences. Tout à fait, il y en a plein qui se montent autour. Je pense que cette tendance-là, elle est plus de fond. C'est vrai. Totalement. Un dernier mot pour finir cette belle interview. Donc, comme je vous ai dit au début, on a des passionnés, des étudiants, des futurs diplômés en école hôtelière ou en hôtellerie qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous avez carte blanche. Est-ce que vous avez un mot pour eux, que ce soit un mot inspirant? Ne partez pas à l'étranger tout de suite, vous n'aurez pas de poste. D'accord. Voilà, c'est vraiment ce que je dis le plus aux étudiants. Pour être recruté à l'étranger, il faut que vous ayez une compétence qu'il n'y a pas dans le pays. Pourquoi est-ce qu'on vous recruterait, vous, si jamais vous sortez de l'école? Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas suffisamment de vécu pour apporter quelque chose, ou en tout cas pas une forte valeur ajoutée. Il y a des gens dans le pays qui ont 15-20 ans d'expérience et qui ont des diplômes internationaux. Pourquoi ils vous recruterez, vous, qui êtes beaucoup plus cher que les locaux, et pas quelqu'un qui parle la langue et l'administration du pays? Pour avoir vécu en Thaïlande, on a des tas de jeunes qui font « je vais aller là-bas ». Vous parlez thaï? Non. Comment vous allez faire les documents administratifs sur place? Et ils ont 20 ans les chefs de service sur place ont 20 ans d'ancienneté. Et pourquoi vous prenez vous qui coûte 4 fois plus cher pour venir faire un poste que vous faites moins bien qu'eux sans connaître la langue du pays? Donc on peut aller à l'étranger, mais sur des postes de cadre de plus haut niveau quand on apporte quelque chose qui n'est pas sur le pays ou pour amener quelque chose pour la marque, ou surtout si la clientèle est de la même nationalité que nous, puisqu'on va apporter l'approche attendue par la clientèle. Donc, si vous êtes français, vous allez aller à un endroit où les Français vont en vacances parce que vous allez apporter l'approche attendue par les clients français. Mais il ne faut pas s'imaginer, il y a beaucoup d'étudiants qui vont et qui sont extrêmement déçus. On leur vend une carrière internationale,
oui, 10 ans après la sortie de l'école, quand vous avez une compétence spécifique et que vous arrivez senior pour une clientèle européenne à qui vous avez apporté les codes que l'équipe sur place n'a pas forcément. Bien sûr. Mais il n'y aura pas de poste à la sortie d'école de cadre à l'étranger. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ce dernier mot, merci pour votre partage, notre échange, et puis on va continuer à découvrir aujourd'hui ce Sublime Hotel. Merci beaucoup.